Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Après la vidéo de la semaine dernière, j'ai eu pas mal de retours où on me demandait quels indicateurs ou ratios je regarde quand je recherche une entreprise, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Je vais te présenter les métriques que j'analyse quand je fais mes recherches d'actions, comment les trouver et les calculer, mais aussi comment les interpréter. Et ça c'est super important parce que c'est génial d'avoir tous ces chiffres, mais si on sait pas ce que ça veut dire, ça sert à rien. Donc je vais te présenter tout ça par thème, avec 6 points d'analyse, l'analyse stratégique, la croissance, la performance, la structure financière, la valorisation et enfin la rémunération. Et dans toutes ces catégories, on va avoir différents indicateurs qui vont nous permettre d'analyser l'entreprise et nous aider à décider si on veut investir ou pas. Et donc dans cette vidéo, je vais prendre plusieurs entreprises en exemple pour illustrer tout ça de manière pratique et t'aider à comprendre. Et surtout, garde bien à l'esprit que même si une entreprise a tous les indicateurs qui sont dans le vert, ça ne veut pas dire que son action va performer. C'est pas une science exacte, il y a toujours des risques qui sont associés à l'investissement. Et comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Allez, c'est parti pour la première catégorie. Et cette première catégorie, c'est l'analyse stratégique. C'est une partie super importante de toute analyse fondamentale et il faut vraiment essayer d'avoir la meilleure vision possible de l'entreprise et de son environnement. Que ce soit au niveau macro, c'est-à-dire au sens large, ou au niveau macro, en étant focus sur l'entreprise elle-même. Pour commencer, on va donc analyser le marché dans lequel l'entreprise évolue. Donc quelle est sa taille et quelles sont ses tendances, qu'elles soient présentes ou futures. Et pour trouver ces informations, on va tout simplement aller faire des recherches et lire des rapports qui vont estimer la taille du marché et ses taux de croissance présents et futurs. Et là, par exemple, on va pouvoir avoir des marchés qui vont être en développement et en forte croissance comme l'intelligence artificielle, ou des marchés qui vont être beaucoup plus matures comme par exemple la production d'acier. L'important, c'est d'avoir des entreprises qui réalisent des bénéfices et de la demande qui soit conséquente. Et bien sûr, on va essayer d'éviter les marchés qui sont en train de mourir. Une fois qu'on a identifié le marché, il va falloir déterminer le positionnement de l'entreprise qu'on veut analyser dans ce marché. Donc on va aller chercher les concurrents directs et leur part de marché, et on va pouvoir déterminer si notre entreprise est un leader ou un challenger. Donc typiquement, si l'entreprise a beaucoup de parts de marché, ça va être un leader, et si au contraire elle en a peu, ça va être un challenger. Par exemple, si on prend le marché de la grande distribution en France, il représente 200 milliards d'euros. Et on voit que Carrefour est le deuxième en termes de part de marché, avec 19,5%. Le premier étant Leclerc, suivi en troisième position par Intermarché, Super U et enfin Auchan. Donc maintenant qu'on a bien compris le marché et son environnement concurrentiel, il va falloir identifier pourquoi une entreprise va avoir un avantage dans cet environnement. C'est ce qu'on appelle des avantages concurrentiels ou des moats, comme dirait Warren Buffett. Et l'objectif ici, c'est de trouver des entreprises qui vont avoir des avantages concurrentiels uniques, qui vont être très durs à répliquer. Donc des exemples de ces avantages, ça peut être une marque incontournable, et là on va penser à Apple ou LVMH, mais aussi une avance technologique sur la concurrence, où on peut penser à Tesla ou encore Google, des effets d'échelle comme avec Amazon, ou encore des avantages de propriété intellectuelle comme avec Roche, qui commercialise 5 des 20 traitements contre le cancer les plus vendus dans le monde. Ça peut aussi être une difficulté de pénétrer le marché pour les challengers. En effet, c'est pas n'importe qui va avoir les moyens et les compétences d'aller concurrencer Airbus par exemple. Donc ces avantages concurrentiels sont partout, et il y en a plusieurs types. Il faut aller les chercher pour dénicher les entreprises qui vont les utiliser pour surperformer la concurrence. Mais quand on pense stratégie, il ne faut pas oublier les risques. Quand on décide d'investir dans une entreprise, il faut toujours bien comprendre les risques associés à son marché. On a bien vu ce qui s'est passé avec les compagnies aériennes en 2020 par exemple. Il faut donc comprendre les risques structurels, mais aussi les risques réglementaires et politiques du marché. Alibaba par exemple souffre beaucoup du climat politique et réglementaire chinois, et ça peut être très destructeur. Et enfin, le dernier aspect stratégique à considérer, c'est le management et la gouvernance de l'entreprise. Donc idéalement, on veut avoir une équipe de direction qui a les compétences et les qualités nécessaires pour avoir de bons résultats. On veut aussi que leurs intérêts soient alignés avec ceux des actionnaires. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les entreprises où les fondateurs sont toujours les dirigeants et où les équipes de gestion ont des parts du capital. Si le prix de l'action monte, ils vont en bénéficier aussi, donc ça va forcément être l'un de leurs objectifs. Et maintenant, on va passer au deuxième thème, et ce thème c'est la croissance. Quand j'analyse une entreprise, je regarde plusieurs types de croissance, et le premier, c'est la croissance des résultats économiques. Notamment la croissance du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du résultat net. Et quand je vais regarder les métriques, je vais regarder la croissance année sur année, mais aussi sur 5 et 10 ans. Généralement, j'aime bien avoir une entreprise qui a de la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi de la croissance du résultat net. Mais c'est pas toujours le cas, et souvent les entreprises qui sont en phase de croissance vont avoir une évolution du chiffre d'affaires qui va être explosive, mais un résultat net qui va rester faible. Et à l'inverse, les entreprises qui sont beaucoup plus matures vont avoir une évolution du chiffre d'affaires qui va être assez lente, mais une évolution du résultat net qui va croître année après année. Et donc pour analyser ces taux de croissance, je les compare avec les taux de croissance du marché, mais aussi les taux de croissance des concurrents. Par exemple, CrowdStrike, qui évolue dans le secteur de la cybersécurité, a des taux de croissance de son chiffre d'affaires autour des 100% par an.
alors que le secteur croît d'environ 10% par an, et ses concurrents de 50% pour le plus proche et de 10% pour le plus éloigné. Donc on a vraiment une démarcation. Donc la croissance des résultats financiers, c'est très important. Et si le chiffre d'affaires de l'entreprise baisse depuis plusieurs années, de même que le résultat net, alors c'est très mauvais signe et l'entreprise est en déclin. Mais d'autres formes de croissance peuvent aussi être de très bons indicateurs. Par exemple, la croissance du nombre d'utilisateurs chez Facebook était un très bon indicateur, de même que la croissance du nombre d'actifs sous gestion pour une société de gestion d'investissement. C'est pas des métriques financières, mais ça donne une très bonne idée du business. La troisième catégorie d'indicateurs à regarder, ça va être les indicateurs de performance de l'entreprise. C'est des ratios qui vont mesurer la performance de la gestion et la rentabilité du business model de la société. Et encore une fois, il va falloir les comparer avec la concurrence. Le premier ratio, c'est la marge brute. Ça correspond tout simplement à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des ventes, qu'on va ensuite passer en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc ça correspond à l'argent gagné après la déduction des coûts de base. Par exemple ici, avec CrowdStrike, on a une marge brute de 73,75%. Donc c'est très bien. Ensuite, on va trouver la marge opérationnelle, qui est calculée en rapportant le résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires. Et elle représente le résultat généré par les activités opérationnelles de l'entreprise, c'est-à-dire son cœur de métier, après avoir pris en compte les salaires et autres coûts opérationnels. Et enfin, dernièrement, on a la marge nette, qui va être calculée en rapportant le résultat net sur le chiffre d'affaires, et elle va représenter la rentabilité finale de l'entreprise après tous ses coûts. Donc pour chaque euro de chiffre d'affaires de l'entreprise va générer un certain pourcentage de profit. Donc pour te donner un exemple, quand on prend Euronext, l'entreprise va avoir une marge opérationnelle de 50,3% et une marge nette de 36,25%. Et donc vu comme ça, ça donne pas grand chose. Et tu vas me dire, Vincent, comment je fais pour interpréter? Eh bien là, il faut tout simplement comparer avec des concurrents. Et dans le cas d'Euronext, ces deux concurrents principaux sont London Stock Exchange, la bourse de Londres, et Deutsche Börse, la bourse allemande. Et on voit bien qu'ici, leurs marges opérationnelles et nettes sont beaucoup plus faibles que celles d'Euronext. Donc l'entreprise a clairement un avantage de performance et de rentabilité. Mais les marges ne sont pas le seul indicateur de performance. On a aussi une métrique qui s'appelle le Return on Equity. Le Return on Equity, ou ROE, c'est la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. En gros, combien de profit l'entreprise va faire pour chaque euro investi par les actionnaires. Et pour le calculer, il faut diviser le résultat net par la valeur comptable des capitaux propres de l'entreprise. Et ici, pour Euronext, on a un ROE de 30%, encore une fois, bien mieux que ses concurrents directs. Donc maintenant qu'on a vu les indicateurs liés au compte de résultat, c'est-à-dire le revenu généré par l'entreprise, on va s'intéresser aux indicateurs liés à son bilan, c'est-à-dire ses actifs et ses passifs. Et la première chose à analyser, c'est la structure financière. Ici, on va s'intéresser à la dette de l'entreprise et à sa situation. Est-ce que la dette et son poids vont être difficilement gérables, ou est-ce qu'au contraire, la dette va être facile à gérer? C'est ce qu'on va essayer d'analyser et de regarder. Donc ici, ce qu'on va analyser en premier, c'est le gearing, ou ratio dette sur capitaux propres de l'entreprise. Et pour le calculer, on va tout simplement diviser les dettes de l'entreprise par ses capitaux propres. Et en général, on va considérer que quand il dépasse 1, alors l'entreprise commence à être lourdement endettée. Bon, après, il faut toujours relativiser en prenant en compte le secteur d'activité. L'immobilier, par exemple, utilise beaucoup plus de dettes pour bénéficier de l'effet de levier. Par exemple, si on reste avec CrowdStrike, on a un ratio dette sur capitaux propres de l'entreprise de 0,88. Donc on est en dessous du palier des 1, mais on est quand même assez élevé. Ensuite, on va pouvoir regarder quelques ratios de solvabilité de l'entreprise, comme par exemple le current ratio, ou ratio courant, et le ratio actif courant sur passif total hors capitaux propres. C'est des ratios qui vont nous permettre de voir si l'entreprise peut couvrir ses dettes avec ses actifs liquides. Donc pour le ratio courant, on va venir prendre le total des actifs courants et le diviser par le total des passifs courants. Et on va idéalement vouloir un ratio supérieur à 1, qui va signifier que l'entreprise peut couvrir tout son passif à court terme, c'est-à-dire les paiements fournisseurs, les dettes à court terme, etc., avec son actif à court terme, c'est-à-dire sa trésorerie ou ses comptes à encaisser par exemple. Et pour aller encore plus loin, on peut réaliser le même calcul en remplaçant le passif courant par le passif total hors capitaux propres, c'est-à-dire toutes les dettes à court et long terme. Et si le ratio est égal et supérieur à 1, alors l'entreprise a une santé financière extrêmement solide, parce qu'elle peut couvrir toutes ses dettes avec son actif à court terme. Par exemple, le groupe M6 que j'ai analysé la semaine dernière répond à ces deux critères, avec un current ratio de 1,79 et un ratio actif courant sur passif total hors capitaux propres de 1,32. Alors maintenant, on va passer au cinquième point de l'analyse, c'est la valorisation. Alors c'est le point le plus intéressant, mais c'est aussi le plus subjectif. Et une entreprise qui peut paraître survalorisée ou sous-valorisée ne va pas forcément avoir une action qui va augmenter ou qui va baisser. Ou du moins pas tout de suite, c'est pour ça qu'il faut être super patient en bourse. Et donc les indicateurs classiques qu'on va pouvoir trouver un petit peu partout
vont être le price earning ratio, le price sur sales ratio et le price to book, et correspondent respectivement au prix de l'action sur le résultat net par action, sur le chiffre d'affaires par action et à la valeur comptable des capitaux propres par action. Donc toutes ces informations vont être disponibles dans les rapports de résultats publiés par les entreprises, mais aussi sur des sites comme Yahoo Finance par exemple, même si c'est toujours mieux de les calculer soi-même pour être sûr d'avoir des informations à jour. Et donc le price earning ratio va correspondre au montant payé par l'investisseur par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Par exemple, s'il est de 10, alors on dit qu'on paiera l'entreprise 10 fois ses bénéfices. Et généralement, on considère que sous 10, une entreprise est sous-évaluée, entre 10 et 25, elle est correctement évaluée, et au-dessus de 25, elle est surévaluée. Mais pour vraiment se faire une idée, il faut comparer avec des concurrents, encore une fois, et par exemple, pour Euronext, les PI ratios de London Stock Exchange et Deutsche Börse sont plus élevés, ce qui va laisser penser qu'Euronext est sous-valorisé par rapport à sa concurrence. Donc le price earning ratio a quand même une limite, c'est qu'il faut que l'entreprise dégage du résultat net positif, sinon il n'a pas de sens. Et donc si l'entreprise ne dégage pas de résultat net positif, c'est-à-dire qu'elle fait pas encore de bénéfices, comme c'est souvent le cas des entreprises technologiques et de certaines entreprises en phase de croissance, alors on va utiliser le même principe, mais avec le chiffre d'affaires par action, et c'est le price sur sales ratio. En règle générale, ces multiples vont être plus élevés quand l'entreprise va attendre des flux de bénéfices dans le futur, comme c'est le cas des actions de croissance, et les multiples vont être plus faibles quand on a affaire à des actions de valeur. Le ratio price to book, quant à lui, est un peu différent. Il est déterminé par le rapport entre le prix de l'action et la valeur des capitaux propres par action. Si le ratio est inférieur à 0, ça peut signifier qu'une entreprise est sévèrement sous-évaluée. En général, il faudrait que le ratio reste sous les 5 ou 10 pour les entreprises à forte croissance. Un autre moyen de valoriser une entreprise, c'est d'utiliser des multiples d'enterprise value, ou EV. L'enterprise value, ça va être la valeur marchande de l'entreprise qui va servir de référence à de potentiels acquéreurs. Donc par exemple, si on a une entreprise qui veut racheter une autre entreprise, alors elle va baser son offre sur l'enterprise value. Et donc pour calculer l'EV, on va devoir prendre la capitalisation boursière de la société, y ajouter les dettes et y soustraire sa trésorerie, ce qui va nous donner la valeur de l'entreprise sur le marché. Et donc à partir de là, on va pouvoir déterminer un multiple d'EV par rapport au chiffre d'affaires ou à l'EBITDA de l'entreprise. On va pouvoir comparer ce multiple avec des concurrents encore une fois. Si par exemple l'entreprise A a un multiple d'EBITDA de 6, mais que ses concurrents B et C ont des multiples de 13 et 15, alors notre entreprise A peut être considérée comme sous-évaluée. En plus des multiples, on a aussi deux indicateurs que j'aime beaucoup, qui ont été popularisés par Benjamin Graham, l'auteur de l'investisseur intelligent et mentor de Warren Buffett. Et donc ces indicateurs, ça va être la valeur de l'actif courant net et le chiffre de Graham. Donc l'actif courant net, ou NCAV pour Net Current Asset Value, représente la valeur de l'actif courant auquel on a soustrait le passif total hors capitaux propres. Donc c'est un peu le même principe dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, et si c'est positif, alors l'entreprise peut couvrir tout son passif avec son actif à court terme. Et ensuite on va venir comparer cette valeur, donc le NCAV, à la capitalisation boursière de l'entreprise. Et si la capitalisation est inférieure, alors l'entreprise est sous-valorisée. C'est un indicateur très conservateur, et il faut savoir que les entreprises qui y répondent sont quand même assez rares. Et ensuite on a le chiffre de Graham, qui lui va représenter le prix maximum qu'un investisseur doit payer pour une action. Et on va le calculer en suivant cette formule. Donc si le prix de l'action est inférieur à ce chiffre, alors l'action est sous-valorisée. C'est un indicateur à utiliser plus pour des actions en valeur et qui font bien sûr des bénéfices. Donc pour tous ces indicateurs de valorisation, bien sûr il faut toujours les comparer et ne pas en utiliser un seul à la fois. C'est impossible de dire qu'une entreprise est sous-valorisée par exemple en utilisant que le price earning ratio. Au contraire, il faut comparer avec d'autres concurrents et d'autres indicateurs. Et enfin, sixième et dernier point à analyser, c'est le dividende. Alors moi, le dividende, c'est pas vraiment un critère d'investissement qui est décisif. J'investis aussi bien dans des entreprises qui versent pas de dividende du tout que dans des entreprises qui rémunèrent les actionnaires. Mais quand je m'intéresse à des entreprises qui versent des dividendes, alors j'ai plusieurs critères à analyser. Le premier, c'est l'historique du versement. Idéalement, il faut que le versement soit ininterrompu depuis au moins 5 ans et qu'il soit en croissance. Par exemple, Air Liquide a un versement de son dividende qui est ininterrompu depuis 1989 et une croissance quasiment chaque année. Le second critère que je vais prendre en compte, c'est le payout ratio, c'est-à-dire la proportion du résultat net que l'entreprise va redistribuer sous forme de dividende. Si le payout ratio est de 100%, alors l'entreprise va redistribuer tous ses bénéfices et n'aura plus de liquidité pour réinvestir dans des projets en développement. Et encore pire, si le payout ratio est au-dessus de 100%, alors là ça veut dire que l'entreprise va devoir puiser dans ses réserves ou même s'endetter pour maintenir son dividende, ce qui est vraiment pas souhaitable. Personnellement, je préfère que le payout ratio soit sous 60%, Air Liquide par exemple est à 53%.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les critères d'analyse fondamentale des entreprises. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me donner tes critères préférés dans les commentaires. Si tu veux encore plus de contenu, je t'invite à aller t'abonner à ma newsletter que tu peux trouver dans la description. Et avant de partir, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Allez, je te retrouve la semaine prochaine, salut et à bientôt sur le Coin Finance.